Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de parler à nouveau d'un sujet qui me tient à cœur, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pas plus tard que l'été dernier, je vous ai sorti une vidéo concernant la violence conjugale et l'histoire en fait d'une star internationale. Aujourd'hui donc dans cette vidéo j'ai décidé que j'allais aborder le thème de l'homosexualité masculine, mais dans les années 80 voire 90, à travers l'histoire de deux hommes célèbres que vous connaissez tous et toutes, et dont peut-être vous êtes fan comme moi. Je vais vous parler de la vie de Freddie Mercury et de celle de George Michael. Vous allez voir que leur histoire par moments s'entremêle et vous allez voir à quel point ça a été extrêmement compliqué pour ces deux artistes populaires d'afficher ou de parler de leur homosexualité. Pour situer un petit peu l'ambiance dans les années 80, les homosexuels se cachaient. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient honte. Beaucoup de gens donc pensaient que c'était vraiment une maladie, qu'il fallait consulter un psychologue, un psychiatre, ce que vous voulez. Beaucoup vivaient également dans la clandestinité. Ils ressentaient beaucoup de sentiments d'échec, de culpabilité. Certains disaient rien par peur de perdre leur travail. D'autres ne disaient rien par peur d'être rejetés par leur famille, voire même parfois d'être mis à la porte. Et comme j'étais une enfant dans les années 80, puis une adolescente dans les années 90, je peux vous assurer que les choses ont vraiment changé, même si à l'heure actuelle, c'est pas toujours simple. Pour commencer, on va parler de Freddie Mercury dans les années 80. Freddie Mercury est né sous le nom de Farrokh Bulsara. Il est né à Zanzibar, mais avec ses parents, ils finissent par fuir la révolution en place. Il sera obligé, avec sa famille, de venir vivre en Angleterre. Farrokh, à l'époque, décide, peu de temps après son arrivée en Angleterre, de changer son prénom pour Freddie. Quelque temps après, son nom pour Mercury, et ce sera notamment son nom de scène. En gros, il change son identité parce qu'il a honte de ses origines, qui lui vaudra notamment une remarque de son père, qui lui dit « Tu n'iras nulle part en faisant semblant d'être une personne que tu n'es pas ». Parce qu'il aura beaucoup de mal à assumer non seulement ses origines, mais en plus son homosexualité. Au départ, Freddie Mercury, il sait et il comprend notamment quand il est relativement jeune qu'il préfère les hommes aux femmes. Mais pour ne pas susciter de problèmes au sein de sa famille, il va décider de se tourner plus vers les femmes. Ce qui fait que quand il arrive en Angleterre, à l'époque où il commence à tourner avec le groupe Smile, qui ensuite va être rebaptisé Queen, il rencontre une jeune femme du nom de Mary Austin, avec qui il va vivre une grande histoire d'amour, et qui s'avérera être en réalité, je pense, le plus grand amour de sa vie, qui restera une relation platonique, mais une relation fusionnelle, quelqu'un en qui il a extrêmement confiance, et ce sera pour la petite anecdote, la personne qui va aller disperser ses cendres. Par contre, on ne sait pas où. On sait qu'elle les a dispersées, mais on ne sait pas où elle les a mises. Et c'est très bien comme ça. Pour en revenir à la relation de Mary avec Freddie. À l'époque où ils sont ensemble, en fait, Freddie Mercury la demande en mariage. Et au bout de 2 ans, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il est de moins en moins là, il est de plus en plus en tournée, et il ne la regarde plus du tout. Et un jour, il se décide à lui dire la vérité, et il lui dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire, je suis bisexuel. Et là, en fait, Mary le regarde et lui dit, non, Freddie, tu n'es pas bisexuel, tu es gay. Et je l'ai toujours su. Peu de temps après avoir quitté Mary, avec qui il reste donc en bon terme, il rencontre David Means, avec qui il aura une relation de 1975 à 1978, et à qui il écrira 3 chansons, dont la chanson Loverboy. Le plus gros problème entre David et Freddie, comme le dira en fait plus tard David dans un livre, c'est que Freddie paniquait à l'idée que ses parents découvrent qu'il aimait les hommes. Et un jour en fait, Freddie va manger avec Mary chez ses parents, et à un moment donné, à table, sa maman lui dit « Est-ce que tu es encore en train de nous faire un de tes sales coups ?» Il a été tellement blessé par cette remarque qu'en rentrant retrouver David le soir même, il s'est mis à pleurer, et David raconte qu'en fait il a eu cette réaction tout simplement parce qu'il avait peur et qu'il avait honte que ses parents découvrent vraiment la réalité. À cette époque, Queen est déjà un groupe qui est populaire, mais ils vont devenir des superstars avec le titre Bohemian Rhapsody. Et Freddie, par son excentricité vestimentaire, également par ses manières sur scène, sa moustache plus tard, va se prendre des remarques, notamment du genre « tu te prends pour un village people ». Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'à cette époque, c'était vraiment devenu une icône, mais une icône qui dérangeait. Et il dérangeait notamment parce qu'il suscitait des interrogations sur sa sexualité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 80, les journaux anglais, notamment les tabloïds à l'époque, même si de nos jours c'est un petit peu pareil, c'était chaud quoi. Ce qui aura d'autant
plus dérangé à l'époque, c'est que finalement, de toute sa vie, il n'aura jamais répondu à la question sur sa sexualité. Du coup, moi j'ai envie de dire, mais à quel moment il était obligé de répondre à cette question? Ça le regarde, ça ne nous regarde pas. Mais c'est vrai que quand vous êtes une personnalité publique, les gens ont envie de savoir, et encore plus les journaux. Ce qui est quand même fou, c'est de savoir qu'à l'époque, plus son style était le reflet de la mode au sein de la culture gay des années 80, plus les auditeurs américains lui ont tourné le dos. Ce qui a donné donc encore plus de rumeurs sur sa sexualité, et qui lui a valu notamment le fameux surnom La Grande Folle, suite au clip I Want to Break Free, où il sera déguisé en drag queen. Alors ça, autant vous dire que ça va le rendre vraiment furieux, d'autant que l'idée ne vient pas de lui. Pour autant, c'est à lui que les journaux, les médias vont s'attaquer. À cette époque, il n'est plus du tout avec David, dont on a parlé précédemment, il sort avec un homme qui s'appelle Joe Fanelli, qui est un Américain, avec qui il va vivre une histoire d'amour pendant 2 ans, et qui finira par le quitter également parce qu'il ne supporte pas l'idée de devoir se cacher, alors qu'il a juste envie de vivre simplement son histoire d'amour au grand jour. Et pour la petite anecdote, ce qui est relativement intéressant à savoir, c'est qu'en fait, il est resté proche de Freddie, que Freddie l'aura embauché comme chef cuisinier, et que c'est Joe, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, comme Marie, dont on a parlé précédemment, qui va prendre soin de lui. En fait, Freddie Mercury était très très proche des gens qu'il a beaucoup aimés, parce qu'il se sentait en sécurité. Ce qui est intéressant de savoir, et dont on entend très peu parler, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un de très généreux. Freddie Mercury va léguer beaucoup d'argent et beaucoup de biens immobiliers à Joe ou à Marie, pour mettre tout le monde à l'abri, pour faire en sorte que personne ne manque de rien. C'est là qu'on voit la vraie nature des gens, ce qui sera un petit peu la même chose pour George Michael, et ça c'est pas forcément des choses dont vous et moi on entend réellement parler. On va plutôt entendre parler de leur dernière chanson, de leur dernière bêtise, que ce soit une histoire de drogue, une histoire d'arrestation, etc. Maintenant, tout ce qui est beau et qui peut faire d'eux des belles personnes, ça en général les journaux vont pas trop le gratter parce que c'est moins intéressant. Après sa rupture avec Joe, il va avoir une relation un peu ambiguë avec son manager de l'époque, Paul Prenter, mais qui va s'avérer être une très mauvaise personne, quelqu'un d'extrêmement toxique pour Freddie Mercury, et qu'il va d'ailleurs finir par licencier. Et le problème, c'est que le jour où il va le licencier, Paul va lui dire « Je te préviens, si tu me vires, je vais tout balancer aux journaux. Je vais parler de ton homosexualité. » En fait, il fait pression sur lui en espérant pouvoir rester son manager. Mais là, Freddie Mercury, il voit rouge et lui dit « Écoute-moi bien, mon gars, si t'as envie de me causer du tort, vas-y, cause-moi du tort, mais tu te casses. » Et la première chose qu'il va faire à partir du moment où il aura été viré, c'est d'aller voir les journaux faire des plateaux télé pour expliquer que effectivement Freddie Mercury se droguait, qu'il faisait de très grandes fêtes bien arrosées, qu'il avait des partenaires multiples, qu'il était un homo refoulé. Voilà comment il va décrire Freddie Mercury. Le public va l'entendre mais va pas vraiment lui tourner le dos. C'est juste les journaux en fait qui vont en rajouter des couches. Et là en réalité Freddie Mercury va subir encore plus d'homophobie dans les journaux. Et vous allez voir que pour George Michael c'est exactement la même chose. À cette période il va décider d'aller s'installer quelque temps à Munich et puis en fait il va revenir en Angleterre pour s'installer dans une maison que Marie lui a dénichée pour pouvoir vivre avec son compagnon, Jim Hutton, avec qui en fait il va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Mais là non plus, il ne dira absolument rien à sa famille. Ça, Freddie, il peut pas. Peu importe ce qu'on aura dit de lui dans les journaux, il dit à ses parents, en fait, qu'ils vivent en tant que colocataires dans la maison, que Jim a sa propre chambre, mais il se refuse à leur dire en fait la vérité. Et en 1986, tous les deux finissent par se marier. Alors à l'époque, le mariage n'existait pas, mais ils échangent des alliances. Ce qui est très mignon, c'est qu'en fait, Freddie appelait Jim « mon mari » et ils partent même en lune de miel pendant 1 mois au Japon. À cette époque-là, la star de cinéma Rock Hudson, que Freddie en fait a côtoyé, décède après avoir déclaré publiquement être atteint du sida. À ce moment-là, Freddie Mercury commence à se poser des questions et à se demander si lui-même n'a pas contracté la maladie. Par moment, il se met à tousser. Il va voir son médecin et son médecin lui dit « Il faut absolument que tu passes un test pour savoir la vérité ». J'ai regardé une interview du médecin de Freddie Mercury qui expliquait que justement à cette époque-là, les gens rechignaient à aller se faire tester tout simplement parce que si vous étiez testé positif, vous n'aviez aucun moyen de vous soigner. Donc quel était l'intérêt pour les gens de se faire dépister en sachant que derrière, de toute façon, il n'avait pas d'autre issue que la mort, donc personne ne le faisait. Freddie l'a fait et il a découvert qu'effectivement il était atteint donc du sida. La première réaction qu'il aura, c'est de dire à Jim, écoute, si tu veux partir, va-t'en. Et là Jim va le regarder et va lui dire, mais t'as rien compris en fait, je t'aime, donc je vais pas partir, je vais rester avec toi. Et c'est à l'âge en fait de 45 ans, mon âge, le 23 novembre 1991, la veille de son décès, qu'il va faire une déclaration publique
explique pour dire qu'il est atteint du sida. Et il expliquera qu'il a souhaité garder le silence pour protéger en fait son entourage. Il a eu extrêmement raison, c'était des chiens les journalistes, ils étaient en bas de chez lui, ils essayaient par tous les moyens d'épier ses moindres faits et gestes parce qu'il avait beaucoup maigri. Il était même obligé de se lever tous les matins à 5 heures et d'aller se faire soigner parce qu'il était obligé de sortir de chez lui en catimini pour pouvoir rentrer ensuite, histoire que les journaux à sensation ne le voient pas. Pour pas vendre l'information, pour pas se faire de l'argent sur son dos, sur sa maladie, pour vous dire à quel point c'est trash quoi. Et effectivement, c'est pour ça qu'il va attendre la veille de mourir pour faire cette déclaration. La petite anecdote pour finir que je trouve extrêmement touchante, c'est que après la mort de Freddie Mercury, la maman de Freddie a écrit une lettre à son compagnon Jim pour le remercier d'avoir aimé son fils. Moi franchement, je trouve ça extrêmement émouvant quand on y pense parce que on se dit que si Freddie avait su ça, peut-être qu'il aurait trouvé la force et le courage de dire à ses parents, oui, effectivement, je suis gay. Alors, dans le film Bohemian Rhapsody, on nous dit qu'il annonce ça à ses parents, sauf qu'en réalité, il l'a jamais annoncé. Peu importe, en tout cas, quels ont été ses choix. Pour ma part, je trouve que son parcours est remarquable. Que je le regarde du haut de mes 8 ans, du haut de mes 15 ans ou du haut de mes 45 ans, Freddie Mercury restera pour moi une légende. Perso, je m'en fous de savoir qu'il était homosexuel, c'est pas mon problème. S'il était heureux comme ça, eh ben alors moi j'étais heureuse pour lui. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait on se rend compte que finalement le public ça l'a pas vraiment dérangé, mais c'était les journaux. Et ça a été exactement la même chose pour George Michael dans les années 90. George Michael à cette époque était une grande star. George Michael en fait a été connu pour commencer pour être membre du groupe Wham. En gros, George Michael c'était le chanteur à minette, c'était le beau gosse avec la petite boucle d'oreille, le bon brushing, et ça lui a collé longtemps à la peau, ce qui a causé en fait beaucoup, je me souviens quand j'étais ado, de problèmes parce que George Michael en avait ras-le-bol d'avoir cette image de chanteur à minette. George Michael n'a pas du tout envie de dire qu'il est homosexuel, mais pas par rapport au public, tout simplement par rapport à ses parents. Comme Freddie Mercury, en fait, il va avoir peur de leur réaction. Et à l'époque, il vit une histoire d'amour avec un Brésilien. Et le pire, et c'est ce que va raconter en fait George Michael lors d'une interview, le pire pour lui, ça a été la période de Noël où il s'est retrouvé tout seul à table et il explique en fait qu'il était dans la maison de ses parents avec sa famille et qu'il n'avait aucune nouvelle de son compagnon qui lui était au Brésil en train de se faire dépister pour savoir s'il avait le sida ou pas. Quelques jours après, la nouvelle tombe, son compagnon est atteint du sida. C'est une histoire d'amour qui aura duré 3 ans et c'est une histoire dont George aura beaucoup de mal à se remettre. Il va commencer à beaucoup boire et c'est en fait à cette même période que Freddie Mercury va décéder et que George Michael va participer à un concert hommage en présence notamment de Queen et d'Elton John. Je pense que probablement beaucoup d'entre vous se rappellent de ce concert. D'après George Michael, c'est l'une de ses meilleures performances pour la simple et bonne raison que lorsqu'il a chanté sur scène, non seulement il rendait hommage donc à Freddie Mercury, mais il rendait également hommage à son grand amour qui venait de décéder, mais dont personne ne connaissait l'existence. Un peu plus tard, en 1995, il va rencontrer à nouveau l'amour. Par contre, à ce moment-là, il va décider de se confier à sa mère. Un jour, il l'appelle et lui dit « Voilà maman, j'ai quelque chose à te dire, je suis amoureux, mais je suis amoureux d'un homme. » Malheureusement, la nouvelle va un peu tomber à l'eau parce que c'est à ce moment-là que sa maman va lui apprendre qu'elle a un cancer. Et elle finira par mourir 2 ans plus tard. La mort de sa maman, liée au décès de son ancien compagnon, fait qu'il va encore plus sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression. En 1998, probablement que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, il est confronté à la presse à scandale. Ça a fait le tour du monde. C'est Los Angeles, il y a un flic qui rentre dans les toilettes publiques, George le suit, il pense qu'il va avoir une relation avec un homme, sauf que manque de bol, c'est un piège, et là, ça lui tombe sur la tronche. Tout le monde découvre que George Michael est gay. Et la force de George Michael, en fait, à ce moment-là, et je trouve qu'il a été extrêmement brillant, c'est non seulement il a fait face, il est allé à des interviews qu'on peut trouver sur YouTube, et je peux vous dire qu'il se démonte pas, il fait preuve d'humour, il fait preuve d'intelligence, il fait preuve d'autodérision même, et il explique que effectivement, oui, il est gay, il explique le pourquoi du comment, il explique pourquoi il s'en est caché, et outre ça, ce qui a été fou, c'est ce qu'il en a fait en fait. Ce fameux clip de la chanson Outside en uniforme de policier et où il se tourne en fait en autodérision, comme je vous le disais. Et ça a cartonné. Et je pense qu'aux yeux du public, ça montrait qu'en fait, il assumait tout simplement qu'il en avait pas honte. Le seul problème, c'était les médias. Par contre, George Michael, lors d'une interview, il va bien dire « Non, je ne suis pas bisexuel, je suis gay ». Et il va même plus loin en disant quelque chose que je trouve très beau. Il va dire que c'est très dur d'être fier de sa propre sexualité,
apprécier tant que ça ne nous a pas apporté de la joie. Mais qu'une fois que c'est associé à de la joie ou de l'amour, alors c'est facile d'en être fier. La seule chose qui l'a gêné, c'est le fait d'être pris sur le fait et de se sentir stupide, d'être pris comme ça, la main dans le panier, si je puis dire. Parce qu'après, on sent vraiment qu'il assume vraiment. Et donc cette déclaration colle parfaitement avec son état d'esprit et son comportement. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas compris, évidemment, il y a des artistes qui l'ont un petit peu attaqué, mais dans l'ensemble, tout a été plutôt bien pris, notamment par le public, dont moi je faisais partie à l'époque, et quand j'ai découvert ça, ça m'a fait juste sourire, je me suis dit franchement je m'en tape, parce que je continuerai d'acheter ses albums, et je suis même allée le voir 2 fois en concert. Donc autant vous dire que voilà. Maintenant, je me souviens très bien d'être allée le voir en concert à Toulouse, c'était en 2000, je crois que c'était fin des années 2000, j'ai plus la date en mémoire, mais ce qui est sûr, et ce dont je me rappelle, c'est que 2 jours après, il était rentré à Londres, et il s'était fait arrêter par la police anglaise, parce qu'il était sous emprise d'amphétamine. Ça m'a fait vraiment de la peine à l'époque, parce que je me disais, c'est un artiste qui est fabuleux, le gars sur scène il est formidable, ça a l'air d'être une vraie belle personne, mais quelqu'un qui souffre. Et en fait, il était en réelle souffrance, tout l'argent, tout le succès qu'il a pu avoir n'a pas pu l'aider à surmonter ses grosses peines, ses grosses douleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que Thierry Ardisson lui a demandé lors d'une interview justement. L'oncle de George Michael, le frère de sa maman donc, s'était donné la mort parce qu'il était gay et qu'il n'arrivait pas à vivre pleinement son homosexualité. Donc son oncle ne l'a pas supporté et s'est donné la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprendra beaucoup plus tard de la part de sa maman. Et qui va effectivement beaucoup le marquer, au point que, même chose, il va expliquer très souvent en interview que finalement, lui, même si c'est compliqué, il a de la chance de pouvoir vivre son homosexualité sans risquer d'aller en prison. Malheureusement, George nous aura quittés en 2016, le jour de Noël, le 25 décembre justement. Il est pas mort du sida. Maintenant, ce qu'il faut retenir autant pour George que pour Freddie, c'est qu'en fait, les journaux ont été mais impitoyables. C'était vraiment pas beau à voir. D'ailleurs, vous avez vraiment multitude de reportages sur internet si ça peut vous intéresser. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que ce que j'ai trouvé bien dans le film Bohemian Rhapsody, c'est que Brian May, le guitariste de Queen, a expliqué qu'après la sortie du film, il a reçu multitude de courriers avec des témoignages de gens, et notamment un papa, qui expliquait que suite à ça, il a eu le courage d'appeler son fils pour lui dire écoute, peut-être qu'on devrait discuter. Il a fini par accepter l'homosexualité de son enfant. Et si des films, ou si le parcours de stars tels que Freddie Mercury ou tels que George Michael peuvent inciter par moments les gens à renouer le dialogue, à essayer de comprendre, à essayer d'avancer, à essayer d'être plus tolérant, alors moi je suis entièrement pour. Et je voulais donc dédier cette vidéo à ces 2 hommes que moi je trouve extrêmement talentueux et merveilleux, parce que je trouve qu'ils méritent le respect et qu'ils méritent tout l'amour du monde et surtout évidemment le repos éternel et qu'ils soient en paix là où ils sont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très important pour moi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient autant à cœur. Parce que, je ne le dirai jamais assez, ne mettons pas les gens dans des cases, peu importe qui on est, peu importe notre âge, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, ça n'a pas d'importance. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!